Les toponymes sont parfois poétiques, comme la Göttingen que chantait Barbara, ou financiers, comme Francfort de la Banque Centrale Européenne. Les Ing, quand ils ont envahi l'île de Bretagne, l'ont appelé England, et ils ont transformé les grands bretons en anglais. Tout ceci ne serait qu'anecdotique si l'identité franque n'avait pendant des siècles servi de prétexte à l'oppression des aristocrates, prétendus descendants des vainqueurs, sur un peuple assimilé aux Gaulois vaincus. Louis XIV, par exemple, s'affirmait roi de France, il revendiquait un pouvoir sur ses nobles. Mais vis-à-vis du peuple, l'évidence de sa domination était telle qu'il n'avait pas besoin de l'affirmer. Il était loin du Seigneur, l'homme que la Providence avait donné aux masses, et c'était le discours d'une Église qui s'appelait romaine. Alors la République n'est jamais aussi révolutionnaire que lorsqu'elle nous impose de réciter nos ancêtres les Gaulois. Cette revendication identitaire est une affirmation de soi tout aussi salubre que légitime, mais elle est quadruplement fausse. Elle est fausse dès le départ car les Gaulois n'étaient jamais que d'autres envahisseurs. S'il faut trouver une population primitive, alors ce seront les Ligures qui doivent leur nom au fleuve Loire. Mais on sait très peu de choses des pauvres Ligures. Elle est fausse ensuite car les Français sont, comme toutes les nations ou presque, issus d'un mélange d'envahisseurs et de colonisés dans lequel il est illusoire de chercher une identité simple. Elle est fausse, elle est fausse surtout parce qu'elle nous amène à prolonger le déni des origines et à récuser nos aïeux. Si mes ancêtres sont gaulois, alors que deviennent ma grand-mère franque, mon grand-père wisigoth, sa cousine grecque et sa tante romaine? Et surtout, elle est encore plus fausse parce que des apports incessants de population continuent aujourd'hui. On peut être juif, arabe, ou les deux, et être de parfaits Français aujourd'hui. On croit rassurer les Français dits de souche en leur proposant un discours des origines, mais on ne fait que les inquiéter davantage en les confrontant à une impossible tâche identitaire, puisque on est tous des mélanges. La France est donc un pays fragilisé par le conflit de ses identités, mais le malentendu dépasse les aléas de l'histoire et repose sur le déni. Toutes les sociétés sont bâties sur le mythe du meurtre du père de la Horde et sur son refoulement. Toutes les histoires reposent sur des massacres, tandis que vous voyez bien, tous les discours identitaires évoquent un passé bucolique et tranquille. Les rois de France ont revendiqué d'incarner un idéal du moi collectif. Ils méconnaissaient le fait que la masse finit toujours par mettre à mort celui qui se propose à cette fonction. Il vaut mieux qu'un seul périsse pour le salut de tous, disait Caïphe. Louis XVI a fini par subir ce que Louis XIV avait appelé en instituant le pouvoir personnel. Alors, nous aurions été les Grecs de l'Antiquité, nous en aurions fait des tragédies, un drame fondateur. Mais la Révolution a accouché d'une république petite bourgeoise qui préfère les romans à l'eau de rose. Elle a choisi de ne pas avoir la victime dérangeante et d'en faire plutôt un innocent qu'un demi-dieu. Nous pleurons l'enfant du temple, mais nous ne nous jugeons pas son père à la hauteur de l'histoire en refusant d'en faire un héros. Tout ce qui est rejeté dans l'inconscient fait retour sous forme de symptômes. Le roi maudit, dont le crime est dénié, reprend la figure du père de la Horde. Il hante la culpabilité inconsciente des Français qui ne peuvent s'empêcher d'attendre son retour sous la forme de l'homme providentiel qu'ils pourront à nouveau trahir et tuer. L'idéal du moi collectif fonctionne sur ce cycle messianique de mort et de réincarnation. Le roi est mort, vive le roi. L'interrègne est toujours un moment de dépression, mais la réincarnation est un malentendu. Après avoir tué leur roi, les Français se sont donné un empereur, Napoléon, qui a tué la plupart de leurs enfants. Quand les Européens s'en sont débarrassés, la République s'est constituée un empire colonial, dont vous avez eu quelques échos. De constitution en constitution, notre République se royalise toujours davantage. La 5e a inventé le président monarque,
un despote constitutionnel élu et destituable au bout de 5 ans. Le poste est taillé sur mesure pour des héros. Le général de Gaulle a laissé beaucoup d'orphelins qui vivent dans la nostalgie du grand homme. Au total, si la France est un pays dépressif, ce n'est pas qu'il soit plus exposé à la crise, ce que les chiffres démentent, ni même qu'il soit en déclin, comme le croient certains critiques anglo-saxons. La France est certes un pays fragile du fait de son identité complexe et riche, mais son point faible est aussi son atout, car son système identitaire peut s'adapter à toutes les évolutions sans perdre sa cohérence, pour peu que ses dirigeants et ses élites lui permettent de changer son point de vue amer et de se regarder avec bienveillance. La France est un pays dépressif car c'est une société qui vit dans le déni. Peu de peuples sont aussi passionnés par l'histoire, mais cet effort de pensée laisse de larges lacunes. Toutes les sociétés sont fondées sur le meurtre. Le mythe des origines n'est pourtant pas une tare disqualifiante. Une pulsion ne peut être sublimée que si elle est passée à la conscience et assumée. Les pulsions meurtrières, rejetées par le déni, reviennent sous forme de symptômes dépressifs tant qu'on ne les aura pas assumés. Les Français doivent donc assumer leur histoire sanglante, non par masochisme ou par goût de la repentance, mais simplement pour la dépasser. L'oppression des peuples constitutifs comme des peuples colonisés, la servitude, le mépris des engagements et la voracité des colons et des troupes, rien de tout cela ne nous singularise sur ce plan. Mais l'amitié des peuples qui ont subi nos égarements, leur constance à nos côtés, voilà la véritable richesse que nous apporte l'histoire. La dépression française est le symptôme local d'un bouleversement général. Sortir de ce fonctionnement est une œuvre collective, puisqu'il s'agit de construire une société mondiale qui saura dépasser la haine. En face, sur la rive opposée d'une mer commune, la Tunisie oublie son statut occidental et revendique son identité arabe, alors que l'apport des Arabes dans la population n'est probablement pas supérieur à celui des Francs pour nous. Notre présence ici à Carthage nous rappelle le poids des Phéniciens, mais ils n'étaient aussi qu'une poignée d'envahisseurs face à la masse de la population berbère. Ils vous ont largement protégé des Grecs de la Tripolitaine, mais vous avez connu les Romains et même les Vandales pendant les grandes invasions. Puis, tout comme nous, vous avez connu ensuite quelques siècles de tranquillité relative qui vous ont permis de vous forger une identité maghrébine. La Tunisie et la France sont des points de passage, des corridors civilisationnels. Vous avez su faire de cette situation un atout et devenir une plateforme commerciale, mais elle a suscité bien des convoitises. Des Beni Hillel à l'Africa Corse, les vagues d'envahisseurs se sont succédées. Arabes aghlabides ou fatimides, normands, turcs ou français, tous n'ont-ils pas participé à ce que vous êtes? Dans un monde qui change, dans le village planétaire, des identités monolithiques peuvent devenir un handicap lorsqu'elles nous figent dans des logiques surannées et transforment doucement nos pays en réserves touristiques ou en musées. Comment se défendre? Depuis toujours, nous les individus, nous sommes protégés en revendiquant des identités complémentaires. Car les identités n'existent pas. Il n'y a que des systèmes identitaires complexes, avec au cœur de ces systèmes des maillons que chacun peut utiliser à sa guise. Les peuples libres s'échangent leurs identités. Prendre celle du voisin permet de relativiser la sienne et c'est encore plus facile quand il nous rend l'appareil et quand nous nous inscrivons dans un mouvement plus vaste. Regardez les t-shirts de vos adolescents, observez les psaumes qu'ils choisissent, écoutez leur musique, vous aurez une idée des brassages en cours. Alors c'est vrai, entre la France et la Tunisie, les choses ont été longtemps à sens unique. Les Tunisiens connaissaient presque tout de la vie des Français, tandis qu'en France, la Tunisie peinait à se faire une image au-delà des clichés d'Hammamet ou des chameaux de Tozon. Je me souviens d'une scène surréaliste à laquelle j'avais assisté en 2007 dans un jardin d'El Menza. Nous étions invités, ma femme et moi, à une soirée élégante et raffinée. Très vite, la conversation dériva vers la politique. Pas la tunisienne, bien sûr. Nous étions encore à la période violette de votre histoire. Mais la française, puisque nous venions de vivre des élections présidentielles mouvementées. J'ai vite réalisé que les Tunisiens d'une certaine classe sociale connaissaient nos mœurs aussi bien que moi. Il n'y avait là rien de l'ivresse qu'ils nous connaissaient de l'intérieur. Car la France était devenue pour eux une véritable identité secondaire. Même si elle restait chargée d'une identité conflictuelle,
chargée de reproches et des cicatrices du passé. L'apaisement ne pourra venir que de la réciprocité, et le printemps tunisien l'a rendu possible. Il a fait basculer l'image de la Tunisie dans le XXIe siècle. Il l'a mise au cœur du débat sur la liberté. En janvier dernier, un dimanche à Paris, je revenais du marché et j'entendis deux femmes s'interpeller dans la rue. « Alors, c'est cet après-midi qu'on saura ?»« Quoi donc ? Eh bien, la nouvelle constitution tunisienne, tiens donc !» Elles avaient l'air bien françaises. Moi, je sortais d'une maison où nous vivions branchés en permanence sur Tunis. J'ai compris à ce moment-là que mon identité seconde n'avait plus rien d'original, qu'elle était devenue une facette du système identitaire français. La Tunisie partage avec la France la même fragilité et la même richesse identitaire. Mais la similitude s'arrête là, car il me semble que l'usage qu'en font les Tunisiens est très différent du nôtre. Si les Français sont passionnés par l'histoire, quitte à la manipuler quelquefois, les Tunisiens, à quelques exceptions près, brillantes certes, dans ce lieu je ne peux pas ne pas évoquer la figure de Mohamed Fanda, semblent largement s'en désintéresser. Un patrimoine exceptionnel sommeille pendant que les touristes s'agglutinent sur les plages. Les petits Tunisiens apprennent sagement des références qui n'ont que peu d'écho dans leur vie quotidienne. Le déni des origines prend une dimension globale et la Tunisie, pays jeune, oublie qu'elle est un très vieux pays, porteur d'une tradition précieuse. Quand je suis venu la première fois ici à Carthage, j'avoue avoir pleuré en découvrant les portes puniques. Carthage, le lieu où les civilisations ont basculé. Et depuis, le choc s'est renouvelé tant de fois, dans tant de sites différents où le passé prend forme et propose ses racines. Mais comment un peuple qui a réalisé tant de chefs-d'œuvre peut-il douter de lui et douter de ses potentiels ?